Située sur les bords de Seine, dans le 5e arrondissement, Lima est un véritable pont culturel entre la France et le monde arabe. L'Institut du monde arabe est une fondation de droit privé dont la vocation est de faire connaître au public français et européen l'apport du monde arabe à la civilisation universelle, cela par l'intermédiaire d'événements culturels, d'une bibliothèque et d'expositions. Lima propose ainsi 5 espaces thématiques au sein de son musée, présentant l'ensemble de ses collections. Nous avons rendez-vous avec Éric Delpont pour faire un pas au musée. Le visiteur déambule dans un musée qui se répartit sur 4 niveaux différents, avec des volumes également différents entre de l'intime et du plus monumental, on va dire. Et ces 4 espaces accueillent un parcours thématique qui souligne successivement qu'est-ce qui a fait la culture arabe à son origine, c'est-à-dire dans son berceau, la péninsule arabique. Ensuite, on passe à la question de tout ce qui fait lien avec le divin et le sacré, là encore depuis la plus haute antiquité jusqu'à l'apparition des 3 monothéismes abrahamiques. Ensuite, on enchaîne sur une présentation de la société arabe classique à travers une déambulation dans une ville imaginaire qui est organisée autour de monuments phares comme le palais, le lieu de culte, la madrasa ou le souk. Ensuite, on passe à une question qui est pour moi quand même très importante, c'est qu'est-ce qui fait beauté dans la culture du monde arabe, sachant que cette beauté repose sur des critères qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'Europe depuis la Renaissance. Et enfin, on termine sur la question du corps. Le préambule du musée introduit le visiteur à la géographie physique et également la géographie humaine du monde arabe. Et actuellement, cette introduction se fait à travers notre collection de photographies. Et on peut s'arrêter par exemple sur cette image de l'artiste palestinienne Ido Barada qui nous montre des femmes se baignant dans la mer Morte, puisque l'artiste a beaucoup travaillé sur la question des populations à la fois à Gaza, à Jérusalem et dans les territoires de la Palestine au sens large, qui est évidemment une zone de tension et de conflit depuis la création de l'État d'Israël. Et cette année, en 2023, on célèbre le 75e anniversaire de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe qui a amené les Palestiniens à être chassés de leurs terres. Et cette image, comment dire, pourrait paraître très reposante, très calme, mais c'est comment dire, le repos qui cache un peu justement toutes les tempêtes qui peuvent être à l'intérieur des crânes. Après ce préambule débute le premier thème du parcours, donc l'Arabie, la péninsule arabique comme creuset de cette civilisation que l'on dira arabe plus tard. Et dans cette partie-là, on confronte 2 types de sociétés qui sont véritablement à l'origine de ce qui a très longtemps fait l'histoire du monde arabe, c'est-à-dire à la fois une société avec des sédentaires et des nomades. Cette confrontation entre l'urbain et le nomade, vécu comme étant une personne davantage libre, en quelque sorte, est véritablement fondateur dans l'élaboration de la culture du monde arabe.
avions l'idée de commencer avec quelque chose de pas très attendu, à savoir des représentations humaines qui sont originaires des royaumes sud-arabique dont la prospérité reposait sur l'exploitation et le commerce des résines aromatiques qui étaient fortement demandées pour rendre le culte aux dieux à la fois dans l'Égypte des pharaons et sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, notamment à l'époque romaine. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à l'image mentale qu'on a parfois du monde arabe, c'est de voir ces figures qui sont quand même séparés, mine de rien, par 8 siècles, où on va de quelque chose de encore relativement très stylisé et très schématisé, vers une approche beaucoup plus naturaliste de la forme humaine. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les personnages qui sont donnés à voir dans cette vitrine, que ce soit des hommes ou des femmes, ce ne sont absolument pas des représentations de divinité. Ce sont des personnes de ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile, dont l'effigie était mise soit dans un temple, soit dans un contexte funéraire, pour perpétuer une prière permanente. Ce qui est très intéressant dans notre parti pris d'accrochage en mêlant des pièces à la fois anciennes, médiévales ou contemporaines, c'est de montrer que dans cette histoire des religions, depuis la plus haute antiquité jusqu'à l'apparition des 3 monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, c'est de montrer que finalement les hommes ont, à travers des gestes, à travers des pratiques, à travers des images aussi, on s'inscrit toujours dans une continuité et chaque nouvelle religion qui voit le jour se nourrit aussi de ce qui l'a précédé. Et si l'on prend par exemple les textes sacrés se rapportant aux 3 monothéismes, nous avons ainsi 3 vitrines qui font se succéder un rouleau de Torah, un évangéliaire chrétien de la communauté copte en Égypte et un Coran. Et là, on voit justement cette continuité, cette mise en valeur du verbe qui caractérise ces 3 religions. Dans le Coran, il est dit Dieu est lumière, et c'est vrai que la représentation de la lumière dans la pratique des cultes, quel qu'il soit, est une constante un peu à travers l'histoire des religions. Et l'accrochage de cette vitrine le met en quelque sorte en exergue, puisqu'on a à la fois la lumière et les parfums. On en a un exemple dans cette vitrine à travers ces 2 pièces qui sont en réalité des brûle-parfums. Un brûle-parfum sud-arabique qui d'ailleurs porte une inscription et un brûle-parfum qui provient de la Tunisie punique. Au-delà de ces pièces, on a des lampes ou des candélabres qui sont en lien toujours avec la pratique, que ce soit la pratique juive, chrétienne ou encore musulmane. Et par exemple avec la lampe de Hanouka ou cette lampe dont la anse porte une croix, ou évidemment ce petit modèle de ce qu'on appelle nous les lampes de mosquée avec ses panses très aplaties et un col très évasé. Pour donner idée de cette ville de l'islam classique, on propose une déambulation dans une scénographie qui retranscrit un peu les méandres de la ville arabe, la Médina traditionnelle, qui est organisée autour de ces monuments phares, à savoir évidemment le palais, le lieu de culte, la madrasa qui est le lieu de l'enseignement, et ensuite on passe donc au lieu de production et d'échange de l'artisanat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le souk ou le bazar, et c'est absolument pas péjoratif d'employer ces termes-là, qui sont les termes en vigueur, on va dire, où là on voit un peu la richesse de ces productions.
En sortant de la ville, on propose une question qui semble évidente dans un musée, mais qui l'est peut-être pas toujours, c'est finalement qu'est-ce qui fait la beauté dans le monde arabe. C'est peut-être un sujet parmi les plus difficiles à traiter parce que selon ce que l'on est, d'où l'on vient, quelle est sa culture, on ne va pas avoir la même perception des choses. Ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la beauté va prendre d'autres critères autour de l'harmonie, de la proportion, notamment dans le développement de l'art du bel écrit que l'on appelle la calligraphie. Le parcours du musée s'achève sur un sujet qu'on a intitulé « Un temps pour vivre ». Ce temps pour vivre fait à la fois référence au corps, puisque dans la tradition musulmane, le corps que nous avons, c'est un prêt de Dieu. Chacun de nous a pour nécessité de le bien entretenir à travers à la fois l'hygiène, bien entendu, et tout ce qu'on appellerait aujourd'hui la bonne nutrition, c'est-à-dire se faire plaisir, mais sans jamais tomber dans l'excès, en quelque sorte. Et quand je dis se faire plaisir, c'est à travers les 5 sens, en quelque sorte. Éric Delpont et son équipe travaillent actuellement sur une refonte du musée qui aboutira en 2026. Le but est de créer un nouveau parcours où la présence de la création moderne et contemporaine est davantage mise en évidence. Rendez-vous à l'Institut du monde arabe du mardi au vendredi de 10h à 18h et les week-ends et jours fériés de 10h à 19h pour faire un pas au musée.